50, merci de nous choisir pour vous informer. Le Premier ministre Matata Ponyo a marqué sa présence au cours de la réunion de Bruxelles consacrée à la deuxième reconstitution des ressources 2015-2018 pour l'éducation. Présence remarquée et appréciée du chef du gouvernement congolais qui, en marge de cette initiative de partenariat mondial pour l'éducation, a signé un accord avec le commissaire européen au développement évalué à 620 millions de dollars américains. On suit un extrait de son discours. La RDC nourrit effectivement l'ambition d'accéder au rang des pays émergents en 2030. Mais pour y arriver, elle fait de l'éducation le fer de lance de son programme économique, car elle est convaincue que la croissance, la vraie croissance, le recul de mur de la pauvreté passe essentiellement par la qualité des ressources humaines qui elle-même est fondée sur l'éducation. Le gouvernement actuel, sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange, essaie donc de considérer l'éducation comme un élément moteur de la croissance économique et nous y travaillons particulièrement avec le partenariat mondial pour l'éducation dans le cadre de notre programme basé sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Il y a quelques éléments importants que je peux vous signaler. Ce plan stratégique reprend la gratuité de l'enseignement primaire, ce qui est déjà d'application au niveau de certaines provinces, une meilleure scolarisation de la jeune fille pour la permettre d'aller aussi à l'école comme les garçons. Il y a aussi le lancement depuis avril 2013 d'un programme de construction de 1000 écoles par an. 1000 écoles par an pour permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de la logistique. Revenons au pays pour parler lancement ce vendredi à Kinshasa du projet Profit Congo. Celui-ci vise à promouvoir la crédibilité du budget, le renforcement de la transparence et accroissement de la responsabilité dans la gestion et l'emploi des fonds au niveau de l'administration centrale et de certaines collectivités de la RDC. Ce projet de renforcement, dont le coût s'élève à 25 millions de dollars américains, a été lancé en présence de certaines autorités du pays et des partenaires de développement. Le lancement de ces projets préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais. Ce qui justifie la présence au Fleuve Congo Hotel dans cette salle retenue pour la circonstance des ministres délégués aux finances, du genre et famille ainsi que d'autres autorités directement liées à ces projets de lancement de la redevabilité de la gestion des finances publiques. Ce nouveau projet, qui constitue un appui de plus des partenaires au développement, vient poursuivre et consolider les efforts du gouvernement, dixit Patrice Kitebi, paraphrasé ici par ses participants. Tous ont insisté sur le fait que ce nouveau projet qui est en train de naître est une opportunité pour la République de pouvoir assainir les finances publiques. Mais il est question qu'on y mette de la volonté politique pour que tout le programme qui est prévu par le projet puisse être exécuté tel que c'est prévu et au bénéfice de nos finances publiques et donc de la République tout entière. Durant cette rencontre, ces différentes personnalités, dont un représentant de la Banque mondiale, visent à moderniser les systèmes de gestion publique en RDC. C'est une réponse après l'évaluation que le gouvernement a faite de la performance de la gestion des finances publiques en 2012 et les faiblesses qui ont été constatées ont fait que les gouvernements réfléchissent avec le bailleur pour monter un projet qui va constituer une réponse et dont l'objectif principal est de renforcer la crédibilité du budget et la transparence. Il faut donc des fonds pour y parvenir. Ainsi, la Banque mondiale prévoit une enveloppe de 5 millions de dollars américains et une autre contribution annoncée des DFID évaluée à 21 millions. Ces financements devraient en principe contribuer à atteindre l'objectif assigné, celui d'améliorer la crédibilité, la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques dans les provinces pilotes comme l'Équateur, le Nord Kivu, ainsi que le Kasaï oriental.
Changeant de cap, l'acte uniforme OHADA révisé, implication pour la gouvernance et le management des entreprises en République démocratique du Congo, c'est le thème qui était jeudi au centre du débat entre différents entrepreneurs africains sous l'initiative de Trinity Investment Holding, partenaire de stratégie et gouvernance Afrique centrale. Moderniser les espaces socio-économiques des États parties, les intégrer de manière compétitive et attractive dans les échanges internationaux et harmoniser ainsi les droits des affaires en Afrique. C'est l'objectif de ces assises. La stratégie de lutte contre la pauvreté n'a jamais développé un pays. Des propos qui témoignent de l'engagement des entrepreneurs et hommes d'affaires africains déterminés à harmoniser les droits des affaires en Afrique dans le but de construire et de structurer un courant de confiance en faveur des économies des États parties, parmi lesquels la RDC. Je suis convaincu, quand on reprend l'histoire économique, les pays qui ont évolué avec la réforme des droits de société, et l'acte uniforme OHADA, le traité OHADA, constitue cette panoplie de technologies organisationnelles qu'il nous faut pour avancer. L'adhésion de la RDC à l'OHADA constitue un tournant décisif, d'où la nécessité de mobiliser des moyens nécessaires pour bien évoluer dans cet espace. C'est un traité qui est très important parce qu'il va falloir harmoniser les droits des affaires. Et comme vous avez bien suivi l'orateur, c'est très important pour nous parce que ça va nous permettre plus de sécurité juridique dans les affaires et puis ça va révolutionner aussi les relations dans les affaires. Et je crois que c'est à encourager parce que ça permettra aux investisseurs qui viennent par exemple en Afrique de ne pas avoir affaire à plusieurs droits au Congo ou au Cameroun, mais ils auront affaire aux mêmes droits et même les Africains entre eux-mêmes, ça leur permettra de faire des affaires facilement entre nos pays. Donc c'est vraiment un instrument de synergie entre les affaires dans l'Afrique. Signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, le traité de l'OHADA a été révisé en 2003 au Québec pour la promotion de progrès dans la réalisation de l'intégration et de l'unité africaine et la création d'un nouveau pôle de développement sur le continent africain. Changeons de cap, comment rendre visibles les actions de la SADC qui sont jusque-là peu connues? Les ministres des médias de cette organisation sous-régionale se réunissent justement à Kinshasa pour répondre à cette question. Il s'agit d'une première rencontre de ce genre depuis la création de la SADC et pourtant l'organisation a déjà mené plusieurs actions dans le cadre de l'intégration régionale sur le plan économique et sécuritaire. Suivez à ce propos le ministre congolais des médias, Lambert Mende. C'est de constituer un groupe structuré au sein de la SADC qui s'occuperait spécifiquement des questions de l'information publique, de la communication et de la visibilité des actions de notre organisation régionale qui sont très peu connues parce que nous n'avons jamais donné une importance à ces questions de communication au sein de notre région. On fait beaucoup de choses, on parle économie, on parle santé, sécurité, mais on aurait de la peine à demander à un villageois lambda d'un des pays de la SADC de vous dire ce qu'est la SADC, il aura difficile à le faire. Nous avons pris conscience de cela, c'est ainsi que nous avons commencé une réflexion ici à Kinshasa qui va se terminer probablement vers le mois d'octobre pour pouvoir proposer aux chefs d'État la structuration de cette action-là. Quelle forme elle prendra? Eh bien, c'est le travail que nous nous sommes donné d'ici octobre. Le fond, c'est la visibilité des actions de la SADC, aussi bien dans les 15 pays membres qu'au niveau de tout le continent africain et dans le monde entier. Il y a de très bonnes choses qui sont faites, il y a des avancées remarquables, mais qui ne sont pas connues. En fait, c'est ça, la motivation première de cette réunion de Kinshasa. Parlons environnement, je l'ai annoncé en titre, le ministère de l'Agriculture et de la Conservation de la Nature et Tourisme, en partenariat avec le PNUD, se sont réunis ce vendredi à Kinshasa pour un atelier de partage sur les acquis et les leçons apprises de la mise en œuvre du projet PANAHASA pour la résilience du secteur agricole au changement climatique. C'est le thème choisi pour cette rencontre.
Ces partages de connaissances entre le projet PANASA et la RDC est d'autant plus important parce qu'il s'agit d'une première expérience tentée au pays en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique dans les secteurs agricoles et les plus affectés, surtout dans les milieux ruraux. Et il a bien fallu que ce projet vienne pour lutter davantage, renforcer ce secteur-là, parce que comme vous le savez, la RDC est à 70% un pays agricole, donc il est important que nous puissions encourager ce type de projet pour lutter véritablement contre la pauvreté due à l'insécurité alimentaire, due au changement climatique. En effet, la population congolaise est rurale à près de 70%, d'où la nécessité d'une attention particulière dans les buts d'un déploiement à grande échelle de méthodes de résilience. Déjà testées au niveau local, seraient porteuses d'espoir pour les agriculteurs qui les aideront à mieux surmonter les aléas climatiques. Et qu'on ne peut pas prendre tout ce que nous avions relevé sur le terrain et les mettre dans des coffres dans l'oubli. Il faut les partager aux autres pour qu'ils sachent ce que nous avions fait réellement sur le terrain. Et surtout des approches méthodologiques que nous avions développées pour arriver aux résultats que nous trouvons et que même les partenaires au développement qui nous a appuyé, le PNUD, qui a félicité ce travail-là. Parce qu'il a été aussi sur le terrain comme nous. Toutefois, le PNUD compte aider le gouvernement afin d'aboutir les efforts engagés dans le processus d'atténuation et d'adaptation. Les deux leviers constituent une lutte contre le changement climatique pour que le pays bénéficie des dividendes en matière de croissance et de lutte contre la pauvreté. Et puis les 54 ans d'accession de la RDC à la souveraineté internationale et nationale seront célébrés ce lundi 30 juin sur la place triomphale devant le Palais du Peuple à Kinshasa. Ce vendredi, les officiers militaires congolais étaient sur place pour les derniers calibrages. Charlotte Ibouaba. Une retouche sur l'asphalte du boulevard triomphal, tribune réhabilitée, gradée en pleine modernisation. Ce sont là les derniers calibrages et la présence de tous ces officiers militaires congolais en dit long. Dans 48 heures, c'est plus de 30 blocs de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC avec une représentativité de la force vive qui vont défiler. Aucun détail n'est laissé au hasard, même pour les forces armées aériennes. Un premier, un deuxième et même un troisième tour pour que cette fête nationale dédiée au FARDC soit totale le 30 juin 2014. Les 54 ans de l'accession de l'indépendance de la République démocratique du Congo seront célébrés sur ce boulevard triomphal ici à Kinshasa. Vous le voyez derrière moi, les préparatifs vont déjà bon train. Toutes les conditions sont prises et même la population déjà qui vient assister à ces travaux préparatoires. Et demain samedi, nous apprenons que déjà les forces armées de la République démocratique du Congo seront ici pour défiler. Question de se préparer pour le 30 juin. Depuis le boulevard triomphal, Mathieu Kamango, Télé 50. Et puis dans 48 heures, l'Assemblée nationale va clôturer sa session extraordinaire. Pour les députés nationaux élus de la province de l'Équateur, il faudra faire diligence pour parvenir à lever de la mesure interdisant à l'Assemblée nationale de l'Équateur de siéger. Et un autre dossier qui fait polémique à ce sujet, c'est l'intérim du gouverneur joué par 100 vices. Nos reporters sont discutés avec un député national de l'Équateur. Dire que c'est la seule province sans assemblée provinciale, ce n'est pas connaître le Congo. L'assemblée provinciale de l'Équateur existe. Lui, c'est Fidel Likinga, député national PPRD élu d'une circonscription électorale de la province de l'Équateur. Cette province qui à ce jour fait parler d'elle à la suite de la suspension des activités de son assemblée provinciale. Suspension de la levée a été décidée à cette rencontre qui avait réuni le président de l'Assemblée nationale et les députés élus de l'Équateur avec le ministre de l'Intérieur et Fidel Likinga était aussi de la partie. Et ça a été le souhait de tous les élus nationaux de l'Équateur. Et c'est à cette même réunion qu'avait été décidé l'intérim du gouverneur confié au vice-gouverneur après concertation à l'absence de lui Alphonse Coaguelo, terrassé par des soucis de santé.
Mais un des élus avait trouvé inquiétant le contenu de la lettre du ministre de l'Intérieur à ce sujet. Parmi les problèmes que nous avons soulevé cette confusion entretenue par une lettre que je peux considérer conflictogène, qui donnait l'intérim à